Bonjour, un nouveau tournoi est en approche et il sera au format hyperespace. Une première pour moi. Ce format, contrairement au format étendu que j'avais pratiqué jusqu'à présent, limite les vaisseaux et améliorations jouables, a priori en fonction des extensions effectivement sorties en V2 pour les trois factions originelles que sont l'Alliance Rebelle, l'Empire Galactique et les Racailles et Scélérats, avec des dérogations pour les nouvelles factions de la vague 2, le Premier Ordre et la Résistance. En notant toutefois que même pour ces dernières, tout le contenu des kits de conversion n'est cependant pas valide en hyperespace. À titre d'exemple, la technologie code biohexacrypt du premier ordre est illégale. Mais attention, ces restrictions concernent également un certain nombre d'améliorations génériques. Dans les premiers mois de la V2, on a souvent dit, et je suppose que ça se tient, que la faction de l'Empire Galactique se montrait particulièrement efficace, et elle semble avoir dominé le méta, au moins en quantité, si les vainqueurs des tournois l'ont régulièrement emporté en jouant d'autres factions, que ce soit avec la combo rebelle Oni et désormais illégale d'Ashrendar, Rogue Arnet, Han Solo, ou côté Rakai avec des variations sur Boba Fett et, mettons, Palob ou Forlom. La récente mise à jour des points d'escadron devrait y changer pas mal de choses. Mais le format hyperespace, c'est encore autre chose. Et pour le coup, l'Empire Galactique me paraît cette fois passablement désavantagé, notamment par rapport aux rebelles, dont les meilleurs vaisseaux sont jouables sans vrai changement dans les deux formats, et éventuellement par rapport aux Rakai, dont le Firespray demeure une pierre angulaire disponible et efficace. Cela tient surtout aux vaisseaux jouables, même si les améliorations sont également de la partie. En effet, pour ce qui est des vaisseaux, on en a très vite fait le tour côté impérial. 4 seulement sont jouables, 3 petits socles, un socle moyen et donc aucun gros socle. Les 3 petits socles sont le chasseur TIE LN, forcément, le TIE Advance X1 et le TIE SK Striker. Les deux premiers sont associés à la vague 1, le TIE LN figurant en outre dans la boîte de base de la V2. Mais il faut ici noter que FFG n'a toujours pas sorti en France les figurines de la vague 1 et de la vague 2 qui n'étaient pas inédites. Et j'aimerais bien que ça bouge, ça fait 6 mois que j'ai un TIE LN, un TIE Advance X1 et un Firespray précommandé en attente, bordel. Bizarrement, le Striker est dans un cas un peu différent car ce vaisseau est, semble-t-il, officiellement associé à la vague 3, qui n'est pas encore sortie. Mais le vaisseau n'en est pas moins valide en hyperespace. J'espère en tout cas que FFG ne nous fera pas le même coup. Le socle moyen est encore un cas à part puisqu'il s'agit du TIE Reaper, soit un vaisseau qui était en fait la dernière sortie de la V1, conjointement avec l'extension des Renégats de Sceaux qui offrait aux rebelles de nouvelles options pour le X-Wing T-65 et le U-Wing UT-60D. Dans les deux cas, les boîtes liées au film Rogue One offraient en même temps un contenu V1 et un contenu V2 qui expliquent que ce vaisseau très particulier soit valide en hyperespace. Pour ces 4 vaisseaux, tous les pilotes sont jouables en hyperespace, heureusement. Et donc, disais-je, l'Empire Galactique me paraît ici un peu désavantagé par rapport aux autres factions. Mais attention les gens, je ne dis pas ça pour râler, et j'espère que cet article en fera la démonstration. Je ne suis pas exactement un adepte de la pensée positive, mais je crois que, plus qu'autre chose, ces limitations me stimulent en fait, pour chercher des trucs, tenter des machins différents. La solution de facilité pour moi serait sans doute de jouer premier ordre au tournoi à venir, et je n'exclus certes pas cette possibilité, je trouve cette faction vraiment puissante. Mais d'ici là j'ai envie de voir ce qu'il est possible de faire avec l'Empire Galactique, ma faction de prédilection. Or donc côté vaisseau, c'est quand même pas la super top joie. Si les rebelles peuvent faire appel à leurs châssis les plus efficaces, au premier chef le X-Wing T-65, mais aussi le cargo léger YT-1300 modifié, qui a bénéficié en outre d'une sacrée réduction des coûts, avec des Y-Wing BTL A4 fiables en soutien, seul le E-Wing UT-60D étant vraiment en retrait côté méta, et si les racailles ont toujours accès à leurs patrouilleurs de classe Firespray qu'ils peuvent soutenir par des options intéressantes comme le cargo léger YT-1300 personnalisé ou le chasseur Fang, en tentant éventuellement des trucs avec les plus anecdotiques chasseurs Thailand modifiés ou vaisseaux de secours. À noter, la faction Rakai dispose du coup de 3 vaisseaux inédits en V1, là où l'Empire et l'Alliance n'en ont pas un seul. L'Empire Galactique, lui, ne dispose d'aucun de ses vaisseaux les plus joués en V2. Le TIE CA Punisher ou le TIE PH Phantom au premier chef, l'iconique navette T4A de classe lambda en soutien, éventuellement le bombardier TIE SA, voire l'intercepteur TIE IN ou même le défenseur TIE D. Et cela a ses conséquences au regard des archétypes de la faction. Un seul des fameux As impériaux est jouable, qui est Dark Vador, sur un châssis qui n'a pas vraiment été joué avec d'autres pilotes, même si je crois qu'il y a quelque chose à faire avec Marek Stel. L'absence de la lambda implique, pour ce qui est du soutien commandement, de se retourner sur le Reaper,
Mais comme on le verra bientôt, ses options les plus efficaces dans ce domaine, spécifiquement impérial surtout, et au premier chef l'empereur Palpatine, ne sont pas jouables en hyperespace. Même en sortant des archétypes, cela a ses conséquences. Pas de vaisseaux jouant avec les torpilles, pas d'avantage si c'est moins pénalisant pour ce qui est des canons et des tourelles. Le TIE Advance X1 seul peut emporter des missiles, un emplacement. Ce n'est probablement pas l'option la plus intéressante avec lui, et en tout cas avec Vador. Le Striker peut emporter des engins, un emplacement, mais là encore. Un autre impact porte sur la solidité de ces châssis, même si pour le coup il va dans le sens des archétypes de faction. L'absence de gros socle se fait sentir, ce qui se rapproche le plus ici d'un sac à PV est le Beeper. Or, 6 points de coque et 2 boucliers, eh bien ça n'est pas forcément grand chose, surtout avec une agilité de 1. Et il faut d'ailleurs relever que si les vaisseaux impériaux sont souvent bien notés pour leur dévers, seul le TIE LN et le TIE Advance X1 ici disposent d'une agilité de 3, c'est 2 seulement pour le Striker. Cela se ressent aussi à vrai dire du côté du cadran de manœuvre. Aucun de ces vaisseaux clairement ne vaut un intercepteur, un défenseur ou dans une moindre mesure un TIE Advance V1. En fait, le seul archétype impérial mis en avant par ces limitations est celui de la nuée avec des chasseurs TIE LN. J'aime bien ça, et une des listes de cet article est bel et bien une nuée, mais en tournoi je ne le sens pas super bien. Notez au passage qu'il doit s'agir cette fois de nuée pure, notamment l'équipage Amiral Sloane, que j'ai un peu pratiqué, n'est lui non plus pas jouable en hyperespace. Mais justement, passons aux améliorations disponibles pour l'Empire. Je ne vais pas non plus faire dans le détail, juste relever quelques points saillants, essentiellement du coup ce qui n'est pas jouable en hyperespace. Attention, les captures d'écran de cette section renvoient à des documents datant du lancement de la vague 2. Bizarrement, je n'ai pas trouvé de truc officiel plus récent en français concernant les cartes valides en hyperespace. Il y a eu depuis, comme vous le savez, une mise à jour des points d'escadron qui n'apparaît du coup pas ici. On évacue les configurations et les titres qui ne sont pas pertinents pour les vaisseaux disponibles. Les artilleurs en revanche auraient pu intéresser le Striker. Pas de bol, ni BT1, jouable seulement avec Vador dans la liste en format étendu, mais Vador étant un pilote de TIE Advance X1, l'hypothèse aurait pu être envisagée, ni BT1 donc, ni le cinquième frère avec son précieux marqueur de force ne sont jouables. C'est surtout, bien sûr, du côté des équipages que le carnage se fait sentir, en relevant que du coup, seul le TIE Reaper, parmi les 4 vaisseaux jouables, peut embarquer des équipages, il en a 2 emplacements. En fait, cela va bien plus vite de relever ce qui est jouable. Ce sont les seuls équipages figurant justement dans l'extension TIE Reaper, à savoir le directeur Krennic, le slicer du BSI et les Death Troopers. Seul le slicer n'est pas limité par ailleurs. Tout le reste, niet. Et donc, pas d'empereur Palpatine, ni de Dark Vador du côté des absences les plus préjudiciables. Pas d'utilisateur de la force de manière générale en fait. Et les officiers impériaux adeptes du soutien commandement sont également exclus. Par exemple l'amiral Sloane donc, mais aussi le grand Moff Tarkin et quelques autres moins notables. Triple Zero enfin est exclu comme son copain BT1. Et pour le coup le droïde tortionnaire avait eu une certaine importance dans le méta qui lui avait valu un ajustement de points à la hausse à l'inverse de la plupart des autres options envisagées ici. Pour ce qui est des améliorations génériques, on peut exclure un certain nombre de catégories. Les impériaux ne sont pas concernés par les astromechs ou les technologies de manière générale, et les 4 vaisseaux jouables se moquent des canons, de l'illégal, des torpilles et des tourelles, ce qui évacue pas mal de choses. En sens inverse, tous les senseurs et tous les pouvoirs de la force demeurent jouables, ce qui intéresse essentiellement Dark Vador et éventuellement les pilotes moins capés du TIE Advance X1. Je passe vite sur les artilleurs et les engins qui intéressent le Striker dans l'absolu. La seule restriction ici, en effet, porte sur le générateur de sous-munitions qui nécessite 2 emplacements d'engins. Du coup, le Striker qui n'en a qu'un seul n'est pour le coup pas affecté. Même chose en fait pour ce qui est des missiles qui intéressent seulement le TIE Advance X1. Seules les roquettes de barrage sont interdites en hyperespace et comme elles nécessitent 2 emplacements, blablabla. En fait, les limitations propres au format hyperespace qui affectent l'Empire Galactique concernent donc 3 types d'améliorations seulement. Les équipages, seul le Reaper est alors concerné. Les modifications, tous les vaisseaux sont concernés. Et les talents, la plupart des pilotes sont concernés. Elles ne sont globalement pas trop pénalisantes. Commençons par les équipages. 3 options seulement sont refusées à l'Empire Galactique et guère intéressant dans l'absolu. Le Slicer Freelance, le Reaper a de toute façon davantage intérêt à embarquer un Slicer du BSI s'il veut jouer à ça. L'apprenti technicien et le droïde Gong GNK. Il m'est arrivé de croiser ce dernier, je crois, mais jamais les 2 autres, alors ça va. Pour ce qui est des modifications, passons sur le MASL avancé dont aucun de ces vaisseaux impériaux ne peut s'équiper. Le blindage ablatif est également interdit, mais seul le Reaper aurait pu s'en équiper.
Et honnêtement, je ne vois pas bien pourquoi il aurait fait une chose pareille. Le Striker étant le seul bombardier de la liste, il aurait pu y avoir un vague intérêt, mais cette modification est de manière générale interdite au petit socle. Deux interdictions seulement doivent donc être relevées, guère problématique au fond. Le Reaper se voit privé de la possibilité de s'équiper d'un brouilleur tactique, et aucun vaisseau ne peut avoir de déflecteur avancé. Ce sont des cartes que j'ai exceptionnellement jouées, mais leur absence n'est pas vraiment pénalisante outre mesure. Restent les talents et il n'y a pas grand chose à dire là non plus. Aucun des vaisseaux jouables n'aurait de toute façon pu bénéficier de la salve de saturation parce qu'elle requiert l'action de rechargement. En revanche, le Gambit des astéroïdes aurait pu intéresser dans l'absolu le TIE Advance X1, les trois autres vaisseaux jouables disposant à la base de l'action évasion, mais nope, interdit. Du côté des améliorations donc, c'est surtout l'absence de la majeure partie des équipages impériaux qui est ici préjudiciable à la faction. Bon ben, faudra faire sans. Ah donc, nous n'avons pas des masses de choix, hein? Ce qui laisse pourtant des choses à tester. Lors de mon dernier article de ce type, je vous avais causé du TIE Advance X1 et tout spécialement de Dark Vador. C'est assurément le pilote le plus menaçant de tous ceux disponibles en hyperespace pour l'Empire Galactique et je ne l'ai pas perdu de vue. Mais là, je voulais autre chose. En fait, je voulais faire quelque chose qui me titillait depuis le début de la V2 si je n'en avais jamais trouvé l'occasion. Faire une liste Rogue One avec des ailerons partout. En effet, aussi bien le TIE Reaper que le TIE SK Striker renvoient au premier des films Star Wars Story et partagent une même capacité générique appelée aileron adaptable, qui en fait dans le lore des vaisseaux plus particulièrement conçus pour le vol atmosphérique. Avant de révéler le cadran de manœuvre lors de la phase d'activation, on doit, si l'on n'est pas stressé, faire une manœuvre blanche à vitesse 1, qu'il s'agisse d'aller tout droit ou de faire un virage sur l'aile. Et c'est une capacité très rigolote, même si elle demande à être mûrement réfléchie en cours de partie. Dès lors, elle devient le plus souvent une bénédiction, en permettant aussi bien aux petits socles que sont les strikers, qu'au socle moyen qu'est le Reaper, de faire des manœuvres très bizarres, inattendues souvent, et qui peuvent les amener dans des endroits fort incongrus. Bien employés, les ailerons adaptables sont un moyen unique de faire de l'arc dodging sans faire appel aux plus classiques actions de tonneau ou d'accélération, le MASL et hauteur concours. Et ceci en notant que le striker peut, en outre, faire des tonneaux. De manière un peu tordue, les ailerons adaptables peuvent aussi permettre à ces vaisseaux d'aller plus loin qu'avec des manœuvres normales. Ça ne saute pas forcément aux yeux quand on se contente de lire le texte d'une carte, disons si l'on n'est pas déjà un adepte de l'accélération, je suppose, il s'agit de procéder à l'envers pour le coup. Mais enchaîner un virage sur l'aile à vitesse 1 dans un sens et un virage sur l'aile à vitesse 3 dans l'autre sens, et vous couvrez en fait davantage de distance qu'avec un tout droit à vitesse 5. Zoom! C'est ce qui fait potentiellement en tout cas du Striker une savonnette, sans même parler du Reaper en fait, d'autant qu'aucun socle moyen pour l'heure ne dispose du 5 tout droit sauf erreur, 4 au plus et pour certains seulement. Ceci étant, dans son cas, le socle moyen est globalement un peu plus difficile à gérer que le petit socle, or mal géré, ou la faute à pas de chance parfois, ces manœuvres peu ou prou obligatoires peuvent hélas devenir une malédiction. Et elles ont par ailleurs un impact sur le cadran de manœuvre. Les ailerons adaptables, tout spécialement, sont la raison pour laquelle le TIE SK Striker, tout chasseur impérial qu'il soit, et le Reaper, de manière moins surprenante, ne dispose d'aucune manœuvre au-delà de la vitesse 3, tout en ayant des manœuvres rouges de retournement à vitesse 1 pour le Striker, ou 1 et 2 pour le Reaper, sachant que le stress de ces manœuvres aura ses conséquences sur les déplacements du tour suivant, en prohibant alors le recours aux ailerons adaptables. Au passage, pour cette même raison, la manœuvre stop rouge du Reaper s'avère en fait une manœuvre rouge à vitesse 1 d'une certaine manière. À vrai dire, si le Striker est très gérable à cet égard avec un peu d'application, le Reaper, lui, est un enfer à faire tourner. En effet, son cadran de manœuvre est chiche en bleu et saturé de rouge, et tout spécialement, tous les virages serrés sont rouges, là où le virage serré à vitesse 1 était blanc en V1. Mais j'ai envie de consacrer un article à ce vaisseau, ou en fait à l'extension TIE Reaper, j'y reviendrai donc prochainement plus en détail. Reste que ce problème avait rendu mes quelques tentatives avec le Reaper en V2 plutôt douloureuses, là où je l'aimais beaucoup en V1. J'avais cependant envie de lui redonner une chance et tant qu'à faire auprès de ces petits filous de Striker que je n'avais quasiment pas joué en V2. Et histoire de ne pas faire les choses à moitié, j'ai donc décidé de faire une liste 100% aileron adaptable. Un Reaper et 3 Strikers. Les 3 pilotes nommés de ce châssis en fait, que j'aime beaucoup. Et ce sont bien les 3 TIE SK Strikers qui ont la priorité dans cette liste. En fait, chacun coûte plus cher que le Reaper que je leur ai associé, et dont le rôle était en fait tout autre. Par ailleurs, je les ai conçus comme des chasseurs, pas comme des bombardiers. Aucun n'emporte d'engin, aucun n'a d'artilleur.
Commençons par ce qui ressemble le plus à un as ici, avec Duchess, initiative 5, 42 points d'escadron. C'est en fait le seul striker que je n'avais pas joué jusqu'alors. Sa capacité spéciale interfère avec la capacité générique aileron adaptable, et ce de deux manières qui ont toutes deux leur importance, en donnant en fait à ce pilote le choix d'utiliser ou pas les ailerons. En effet, Duchess peut choisir de ne pas les utiliser lorsqu'elle révèle son cadre de manœuvre, mais elle peut aussi choisir de les utiliser alors même qu'elle est stressée. Ce contrôle absolu sur l'effet des ailerons adaptables fait de Duchess le striker le plus maniable et le plus à même d'ajuster au micro-poil ses déplacements. Pour Duchess, en reprenant les termes employés plus haut, les ailerons peuvent toujours être une bénédiction et ils ne seront jamais une malédiction. Cette aptitude particulière a décidé du talent que j'ai choisi d'associer à ce pilote. Si j'ai préféré employer la feinte pour ces deux comparses, je me suis dit que Duchess serait celle qui bénéficierait le plus de la manœuvre improbable, 6 points d'escadron. Dès lors, tant qu'elle effectue une attaque dans son arc de tir avant, si elle n'est pas dans l'arc de tir du défenseur, ce dernier lance un dé vert de moins, et c'est bien. Inutile de charger davantage la barque, équipée de la sorte, Duchess coûte en tout 48 points d'escadron, ce qui est tout à fait décent. C'est en fait le moins coûteux de mes trois strikers, alors que la pilote seule est la plus chère. Car Duchess est accompagné de deux autres Taliesca Strikers à initiative 4. Le premier est clairement celui que j'ai le plus souvent joué, V1 et V2. Il s'agit de Countdown, 44 points d'escadron. Countdown bénéficie bien sûr des ailerons adaptables, mais sa capacité spéciale s'applique dans un tout autre registre. Quand Countdown défend, après l'étape neutraliser les résultats, s'il n'est pas stressé, il peut choisir de prendre un dégât et un marqueur de stress pour annuler tous les résultats de dés, et donc tous les dégâts. C'est ce qui fait de Countdown, pour reprendre les mots du camarade Seprecham, cette petite peste qui survit bien trop longtemps. Alors autant rallonger la sauce, hein. Côté modification, une coque améliorée, 5 points d'escadron, fera bien l'affaire. Countdown a ainsi 5 points de coque au lieu de 4, et peut en principe les faire durer bien plus longtemps que tout autre châssis ou pilote doté du même niveau de coque. Quant au talent, comme avancé plus haut, il s'agit d'une feinte, 5 points d'escadron. Tant que Countdown effectue une attaque, s'il dispose d'un marqueur d'évasion, alors il peut changer un des résultats évasion du défenseur en un résultat concentration, ce qui le rend plus dangereux tout en l'incitant à favoriser l'action d'esquive de manière générale. Il se défend mieux de la sorte, rappelons que le striker n'a que 2 dés verts, il faut les optimiser, mais pas au détriment de ses capacités offensives. Rien de plus, rien de trop, Countdown ainsi équipé coûte en tout 54 points d'escadron. Dernier taille SK Striker de cette liste, le cousin agressif et joueur de Countdown a une même initiative de 4 et un même coup, à savoir Pure Sabak, 44 points d'escadron. Là encore, la capacité spéciale n'est pas liée aux ailerons adaptables. Seulement, là où Countdown est porté sur la défense, Pure Sabak est à fond sur l'agression. Quand il effectue une attaque, s'il a une carte de dégâts ou moins, il peut lancer un dé rouge supplémentaire. Un autre moyen de le dire est que Pure Sabak, même si ça n'apparaît pas directement dans ses caractéristiques chiffrées, fait partie du club très restreint des vaisseaux qui tapent à 4 dés rouges de base dès l'instant qu'il n'a pas pris de dégâts, ou n'en a pris qu'un seul. Du coup, cette fois, pour faire durer le plaisir, il ne faut pas recourir comme pour Countdown à la modification coque améliorée, mais passer directement à la catégorie au-dessus pour un point d'escadron supplémentaire, bouclier amélioré, 6 points d'escadron. Il faut donc que Pure Sabak prenne au moins 3 dégâts pour ne plus bénéficier du 4e des rouges, ce qui devrait lui laisser de la marge pour caler quelques tirs bien vilains à 4 voire 5 dés. Enfin, pour les mêmes raisons que Countdown, Pure Sabak bénéficie du talent feinte, 5 points d'escadron, et en tout il représente 55 points d'escadron. Oui, c'est le plus coûteux de ces 3 strikers et en fait des 4 vaisseaux de la liste, même si à un point près seulement. Voilà pour les 3 tailles SK Strikers. Maintenant, aussi sympathiques soient ces chasseurs, ils sont relativement fragiles, avec seulement une agilité de 2 à la base, une coque de 4 et pas de bouclier. Même si Countdown et Pure Sabak bénéficient donc chacun de modifications supposées leur permettre de durer un peu plus longtemps, il était dès lors tentant de leur associer un vaisseau un peu plus solide, même si le format hyperespace n'offre pas vraiment à l'Empire Galactique 36 000 options de sac à PV. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est un TIE Reaper. Mais il doit coûter un peu moins de 50 points d'escadron pour que ses copains les plus pitchouns tournent bien. Alors on ne fait pas dans la fioriture. Déjà pour ce qui est du pilote, j'ai recours au générique, le pilote de la base de Scarif, 41 points d'escadron, lequel bien sûr est équipé d'ailerons adaptables sans capacité spéciale. Par ailleurs, il a une initiative de 1, mais c'est tant mieux, ça en fait un bloqueur tout désigné, et j'avais tendance à croire que ces ailerons pourraient d'ailleurs se montrer utiles à cet égard. Restait 2 points d'escadron, j'ai choisi de les utiliser, en embarquant quand même à bord du Reaper un équipage, à savoir un officier tactique, 2 points d'escadron. Une carte d'ailleurs apparue dans l'extension TIE Reaper, qui rend blanche la coordination rouge du vaisseau. On ne sait jamais, ça ne mange pas de pain. Et le pilote de la base de Scarif ainsi équipé vaut donc 43 points d'escadron en tout.
La liste fait 200 points d'escadron tout rond et vous en trouverez le résumé sur le blog. J'ai eu l'occasion de tester cette liste, et la suivante d'ailleurs, contre le camarade Albu, lequel avait aligné une liste rebelle également adaptée au format hyperespace. Ce sera exactement la même dans la deuxième partie plus loin. Sans entrer excessivement dans les détails, elle comportait elle aussi 4 vaisseaux et elle aussi un socle moyen avec 3 petits socles. Le socle moyen était un U-Wing UT-60D piloté par Saw Gerrera, tiens, un autre échappé de Rogue One, qui embarquait notamment Leia Organa, qui est super cool, elle peut faire des trucs rigolos. Et les petits socles étaient tout d'abord un X-Wing T-65, plus précisément Garven Drace, qui aime filer à ses copains les marqueurs de concentration qu'il dépense, et deux Y-Wing BTL-A4 qui étaient deux bombardiers de l'escadron gris génériques, tous deux équipés d'une tourelle à canon ionique et d'un artilleur de tourelle vétéran, ceci afin de taper deux voies dans un même tour comme les vilains pas beaux qu'ils sont. J'avais l'initiative, l'activation se faisant donc dans cet ordre: pilote de la base de Scarif, bombardier de l'escadron gris, Countdown Pure Sabak, Garvendrace Saw Gerrera, Duchess. Et l'engagement dans cet ordre: Duchess, Countdown Pure Sabak, Garvendrace Saw Gerrera, bombardier de l'escadron gris, pilote de la base de Scarif. Pour ce qui est du placement, Albu a mis ses vaisseaux dans un espace restreint, mais avec en face de lui une zone assez dépourvue en obstacles. De mon côté, la seule chose à noter véritablement est que j'avais déporté Duchess sur la droite, comptant sur ses ailerons adaptables pour qu'elle rejoigne le combat plus vite qu'on ne l'aurait cru, et dans le dos des rebelles. Mentionnons tout de même que Pure Sabak prenait l'aile gauche. Je voulais Countdown au centre en raison de ses capacités défensives. Par nature, ou parce que je sais que le déploiement n'est absolument pas mon fort, j'ai souvent tendance à me montrer un peu attentiste durant les 2 premiers tours de jeu. Je laisse l'adversaire mener la danse, sauf si je vois clairement qu'il veut m'emmener sur un terrain défavorable et il a toutes les raisons de le faire. Mais ici, je me suis montré plus agressif que de coutume en jouant sur les ailerons. L'idée était d'affronter Albu dans ce quart nord-ouest du tapis de jeu, où les obstacles ne me gêneraient plus. Les négocier avant cela n'était pas un problème grâce aux ailerons adaptables. Une fois l'engagement démarré, c'est de suite plus compliqué. Surtout, il s'agissait d'employer rapidement mon Reaper comme bloqueur et ma cible prioritaire était Garven Drace. Je ne voulais pas qu'il commence à faire mumuse avec ses marqueurs de concentration. C'était en partie pour cela que j'avais placé Pure Sabak du côté gauche, avant le X-Wing certes, mais je me doutais qu'il serait dans le coin, histoire de profiter autant que possible, c'est-à-dire avant qu'il ait subi trop de dégâts, de son dérouge supplémentaire. Mais le Reaper a eu son mot à dire dans cette histoire. Arrivant très vite à proximité du X-Wing T-65, il a exécuté une action de brouillage, empêchant Garven ne serait-ce que d'obtenir son marqueur de concentration à faire passer. Et disons-le, j'ai eu de la chance sur ses premiers jets de dés, aussi bien avec Pure Sabak qu'avec Countdown, pendant que mon Reaper entamait un des bombardiers de l'escadron gris, sauf erreur. Garven Drace a très vite dégagé du tapis de jeu sans me faire le moindre dégât. C'était bien le but. Bonne entrée en matière donc. Suivi d'une petite déconvenue, même si pas trop méchante, ma tactique de déplacement avec Duchess a grosso merdo fonctionné, mais en une ultime occasion, il s'est avéré que ma manœuvre après aileron a fait atterrir mon striker sur un astéroïde, à peu de choses près. Elle n'a pas été endommagée, mais ça l'a privée de sa première opportunité de tir. Dommage, car fumer le Y-Wing le plus proche m'aurait été très utile. Tandis que mon Reaper et Saw Gerrera se bloquaient mutuellement, en venant même à s'encastrer l'un dans l'autre, les bombardiers de l'escadron gris ont en effet concentré leurs 4 attaques contre Countdown qui avait déjà perdu son point de coque surnuméraire. 5 touches à 1 dégât chacune, et bien c'est ce qu'il faut pour le dégager, sa capacité spéciale ne peut pas grand-chose pour le sauver dans ces circonstances. Par la suite, c'est essentiellement mon Reaper qui a tiré le feu rebelle, et surtout celui des Y-Wing là encore, car Saw Gerrera a dû procéder à une manœuvre d'évasion qui l'a empêché d'attaquer pendant un tour, le temps de faire sa manœuvre de retournement. Or, il avait déjà pris des dégâts et il était dans le viseur de Duchess qu'il a sorti sans trop d'efforts. Mais mon Reaper ne pouvait guère espérer durer et les bombardiers de l'escadron gris s'en prenaient donc prioritairement à lui. Ils ne sont pas parvenus à l'ioniser, mais son unique dévers ne pouvait pas lui permettre de durer éternellement, et lui aussi a fini par quitter le tapis de jeu. Et en dernier ressort, mes jets de dés très favorables au début de la partie ont été compensés par des jets scandaleusement mauvais. Le karma, ça doit être ça. Bref, j'avais toutes les raisons de sortir au moins un des 2 Y-Wing avant que ne sonne la fin de la partie. Pure Sabak intact s'en prenait à lui, mais il a raté successivement 2 attaques à 5 dés rouges. Pas une touche dans les 2 cas. Scandaleux. Et comme Duchess avait dû s'excentrer un peu pour dégager Saw Gerrera, elle n'a pas pu faire grand chose de plus. Le score final s'est donc avéré assez serré. Albu avait sorti mon Reaper et Countdown et la moitié des points de Duchess, ce qui lui faisait en tout 121 points.
De mon côté, j'avais détruit Garvendrace et Saw Gerrera, ainsi que la moitié d'un bombardier de l'escadron gris, ce qui me faisait 134 points. Victoire impériale donc, mais de peu, et j'ai pesté après la dévane de Pur Sabak quand même. Bilan de cette partie, plutôt positif. Les 3 pilotes nommés de Striker ont des capacités très cool, de manière aussi objective que possible. En fin de compte, c'est en effet Dodge qui s'en est tiré le mieux, sa versatilité quant aux ailerons est un atout indéniable. Il y a eu de ces tours où j'étais très content de ne pas avoir à les utiliser, il y a eu aussi de ces tours où le stress ne l'empêchait pas le moins du monde de faire des manœuvres bizarres. Pur Sabak s'est montré redoutable en début de partie, sa défaite dans les 2 derniers tours, eh bien ça fait partie du jeu et ça ne suffit certainement pas à le disqualifier. C'est finalement Countdown qui s'est montré le moins convaincant, mais là encore, il est objectivement bon. Simplement, le double tap des Y-Wing était particulièrement redoutable pour lui, et en même temps, je l'ai bien cherché. Je voulais l'exposer davantage que Pur Sabak, ça faisait partie du truc, mais dans ces conditions, je n'étais certainement pas en droit d'en attendre des miracles. Et le Whipper? Plutôt bien. La configuration de cette partie ne m'a pas amené à pester contre ces virages serrés rouges puisque je n'ai pas eu à y recourir. L'envoyer comme bloqueur a été payant et son brouillage s'est peut-être avéré déterminant pour sortir au plus tôt Garvendrace et éviter que les bombardiers de l'escadron gris ne profitent de son marqueur de concentration voyageur. Je ne crois pas en revanche avoir fait appel à sa coordination et donc à l'officier tactique. Je ne sais plus, peut-être en 1 ou 2 occasions. Mais là aussi, indépendamment du déroulé de cette partie précisément, je suppose que ça demeure une amélioration pertinente pour un coût aussi dérisoire. Bref, cette liste me paraît fonctionner, mieux que je ne le pensais en la concevant à vrai dire, et elle était fun à jouer. Même s'il faut mettre en avant un souci, qui sans surprise renvoie aux ailerons adaptables. Mais ce problème en fait est très personnel, et n'a au fond rien à voir avec la pertinence ou pas de cette capacité générique, ou même à vrai dire avec mes compétences et lacunes en tant que pilote, plutôt en tant que joueur si la distinction est admise. Je suis un peu lent quand il s'agit de déterminer les manœuvres, et c'est de suite plus compliqué avec des strikers. Pour qui, comme moi, n'a pas forcément le compas dans l'œil, enchaîner 2 virages sur l'aile dans la même direction ou tenter la savonnette comme expliqué plus haut, cela peut s'avérer assez rapidement fatal. Et du coup, en l'espèce, je suis probablement trop lent, au point où ça serait nuisible au confort de jeu global dans un tournoi. Sans mauvaise intention de ma part, mais là n'est pas la question. J'ajouterai en outre qu'Albus s'est montré forcément un adversaire très conciliant, un gentleman, disons-le, et qu'il m'a permis en 2 occasions sauf erreur de revenir sur une manœuvre d'aileron malencontreuse dès l'instant que je ne l'avais pas encore fait suivre de la manœuvre décidée sous le cadran, parce que faut pas déconner non plus. En tournoi, il n'y a aucune raison pour que l'on me passe ce genre de cafouillage, et c'est bien naturel. Du coup, si je dois jouer cette liste ou un truc du genre en tournoi, il me faudra travailler ça, pour ne pas nuire au confort de jeu en me montrant trop lent, sans pour autant enchaîner les conneries et, perdre connement. Mais je crois que le jeu en vaut la chandelle. Cette liste ne va pas ruiner le méta, hein. Elle n'en a certainement pas l'ambition, mais je me suis bien amusé avec. Alors, au travail des balles. Mais je voulais tester d'autres choses possibles en hyperespace, et notamment, une nuée. Une nuée qu'en fait j'avais déjà joué contre le camarade Acteris lors d'une de mes premières parties en V2, et qui se trouve être parfaitement légale en hyperespace sans avoir à y changer quoi que ce soit. Les vaisseaux et améliorations n'ayant en outre pas été affectés par l'ajustement des points d'escadron. Mais il me fallait tout de même me poser une question, celle d'Idan Versio. La nuée de taille fait généralement appel à un pilote bien précis en guise de chef d'escadron, la légendaire Owlrunner. Dès lors que l'on vole en formation, elle offre une relance à tous ses camarades et en profite elle-même. Elle est un atout déterminant pour rendre une nuée viable, quand on ne fait pas appel à d'autres options, comme par exemple l'amiral Sloane dans un vaisseau de soutien. Notez, on peut combiner les deux, hein. J'en avais parlé dans des articles et vidéos précédents. Autant dire que Owlrunner a une cible peinte sur son joli casque noir, et qu'il y a fort à parier que l'adversaire fera tout son possible pour la dégager en priorité. La V2 a renforcé l'archétype de la nuée dans le camp impérial en introduisant dans le jeu 4 pilotes de taille Hélène à forte synergie, et tous à initiative 4, c'est l'escadron Inferno. 3 de ces pilotes coûtent 30 points d'escadron chacun, mais le 4e, la patronne, est donc Iden Versio qui coûte quant à elle 40 points d'escadron, soit autant que Owlrunner, les deux étant les pilotes de chasseur taille les plus onéreux et de loin. Les suivants, Scourge et Mauler, ne coûtent que 32 points d'escadron chacun. Que fait Iden Versio ? Eh bien, une fois par partie, parce qu'elle n'a qu'une charge, avant qu'un chasseur taille Hélène allié, oui, pas n'importe quel vaisseau, c'est spécifiquement un taille Hélène, ne subisse un ou plusieurs dégâts, Iden Versio peut prévenir ces dégâts en totalité. Vous pouvez deviner la suite. Iden Versio est grosso merdo la garde du corps de Owlrunner. Son objet même est de sauver la maîtresse des nuées une fois, celle qui compte.
Pour la quasi-totalité des joueurs de Noué, à en croire ce que j'ai pu lire ou voir ici ou là, il semblerait que cela en vaut amplement la peine. Mais quant à moi, ça m'emmerde. Surtout parce qu'Iden Versio coûte 40 points d'escadron, autant que Allrunner elle-même. Bien plus que tout autre pilote sur ce châssis. Et cela a ses conséquences pour une nuée de taille. D'une manière ou d'une autre, si vous engagez la garde du corps, vous devez faire appel, dans votre liste, à des génériques, ou à des pilotes nommés mais d'une initiative très basse et dotés de capacités relativement médiocres. Et oui, ça m'emmerde. J'ai bien fait une liste avec Iden Versio, mais je préfère une autre approche, que je trouve plus fun et excitante. Périlleuse peut-être, mais c'est, je crois, davantage à débattre qu'il n'y paraît. En effet, en faisant l'économie d'Iden Versio, je peux aligner non seulement tout le reste de l'escadron Inferno à initiative 4, mais aussi aux côtés de Allrunner, deux autres tailles à initiative 5, avec des pouvoirs sympas. Et chacun des 6 tailles a en outre un talent à 1 point, j'y reviendrai. Des initiatives aussi élevées sont impossibles si l'on engage Iden Versio, et honnêtement, je préfère cette approche plus agressive. Certains jours, je prendrai ma grosse branlée quand Allrunner se fera fumer d'entrée, mais d'ici là, je préfère jouer mes 3 tailles à initiative 4 avec mes 3 tailles à initiative 5. Taper en priorité peut s'avérer au moins aussi crucial que de protéger une fois Allrunner, et cette combinaison à 2 rangs d'initiative est en outre très pratique pour le vol en formation. Alors moi j'aime bien. Nah. Envisageons donc ces 6 chasseurs taille Allen un par un en commençant par ce dossier d'initiative de 5, et d'abord forcément Allrunner, 40 points d'escadron. Sa capacité spéciale, cruciale, consiste donc à permettre à tout vaisseau allié à portée 0 à 1, ce qui l'inclut elle-même, de relancer un dé lors d'une attaque principale. C'est l'âme de la nuée de taille. Chacun des 6 vaisseaux alignés dans cette liste dispose en outre d'un talent coûtant 1 point d'escadron seulement. Pour 5 de ces vaisseaux, dans Allrunner, il s'agit de tireurs hors pair, 1 point d'escadron. Amélioration dotée d'une unique charge, laquelle peut être dépensée lors d'une attaque principale si la cible est dans le bullseye avant l'étape neutraliser les résultats, pour annuler un résultat évasion, ce qui peut faire la différence, et le vol en formation rend plus probable qu'un ou deux vaisseaux au moins aient effectivement leur proie dans le bullseye. Allrunner coûte donc 41 points d'escadron en tout. Et elle est accompagnée de 2 autres chasseurs taille Allen à initiative 5. Le premier est Mauler Missile, 32 points d'escadron, qui, quand il attaque à portée 1, lance un dé d'attaque supplémentaire et donc 4 dés rouges en principe, ce qui ne se refuse pas. Mauler également bénéficie du talent tireur hors pair, 1 point d'escadron, et il coûte donc en tout 33 points d'escadron. Le dernier chasseur taille Allen à initiative 5 est Scourge Scutu, 32 points d'escadron comme Mauler. Tant qu'il effectue une attaque contre un défenseur situé dans son bullseye, il jette un dé d'attaque de plus. Là encore, ça ne se refuse pas. Scourge bénéficie bien sûr lui aussi du talent tireur hors pair, 1 point d'escadron, qui, chez lui, revient donc à doubler encore l'effet du bullseye. Les coups sont les mêmes que pour Mauler, et Scourge ainsi équipé représente donc en tout 33 points d'escadron. Nous passons ensuite aux 3 chasseurs taille Allen de l'escadron Inferno hors Iden Versio, qui sont tous à initiative 4 et coûtent chacun 30 points d'escadron. Le premier à mentionner Delmico, 30 points d'escadron donc. Toute chose égale par ailleurs, c'est une sorte de Allrunner en défense, au sens où il offre une relance à ses copains, mais sous condition. Tant qu'un vaisseau allié à portée 0 à 2, ce qui inclut donc lui-même, défend contre un attaquant endommagé, c'est-à-dire qui a reçu au moins un dégât de coque, alors le vaisseau allié peut relancer un dé vert, ce qui est très cool. Delmico est équipé du talent tireur hors pair, 1 point d'escadron, comme les copains. En tout, il coûte donc 31 points d'escadron. Deuxième chasseur taille Allen de l'escadron Inferno, Gideon Ask, 30 points d'escadron. Lui aussi bénéficie de ce que le vaisseau d'en face est endommagé, mais en attaque cette fois. Il lance alors un dé d'attaque supplémentaire. Une fois de plus, ce pilote bénéficie du talent tireur hors pair, 1 point d'escadron, et il coûte en tout 31 points d'escadron, comme ses comparses de l'escadron Inferno. Dont la dernière est Sain Marana, 30 points d'escadron, qui est un peu à part, et qui a récupéré la chouette capacité qui était celle de Wampa en V1. Tant qu'elle effectue une attaque, elle peut dépenser un résultat dégâts critiques. Dans ce cas, elle attribue une carte de dégâts face cachée au défenseur et annule ses résultats restants. Ce qu'il faut y comprendre, c'est que, à la condition donc d'avoir un résultat critique, que l'attaque touche ou pas d'ailleurs, elle peut infliger un dégât automatique à l'adversaire et qui plus est un dégât de coque qui passe sous les boucliers. On voit ici la synergie de l'escadron Inferno à l'œuvre, et je suppose que c'est ce qui explique pourquoi Wampa a été dépossédé de cette capacité en V2. Sain Marana a pour but d'endommager les vaisseaux ennemis qu'importe leur bouclier, ce qui permet de déclencher les capacités spéciales de Gideon Ask, et surtout, ai-je envie de dire, de Delmico.
Dès lors, Sain Marana est l'exception pour ce qui est des talents attribués. Tireur hors pair ne lui serait pas plus utile que ça. En revanche, adresse au tir, un point d'escadron, si. En effet, toujours sous la condition que le défenseur se trouve dans le bullseye, elle peut ainsi changer un résultat dégâts en un résultat critique, ce qui lui permet de le dépenser, etc. A noter, ce talent n'a pas de condition de charge, il fonctionne tout le temps. Sain Marana équipée de la sorte coûte 31 points d'escadron en tout. Quant à la liste, elle fait 200 points d'escadron tout rond et vous en trouverez le résumé sur l'article du blog. J'ai donc joué cette nuée contre la même liste rebelle d'Albu que précédemment. Cette fois, c'était lui qui avait l'initiative et l'activation se faisait donc dans cet ordre. Bombardier d'escadron gris, Garvendreis Guerrera, Dalmico Gideon Ask Sain Marana, Owlrunner Mauler Missel, Skarskutu. Autrement dit, d'abord tous les vaisseaux d'Albu, ensuite tous les miens. L'engagement se faisait par contre dans cet ordre: Owlrunner Mauler Missel Skarskutu, Garvendreis Guerrera, Dalmico Gideon Ask Sain Marana, Bombardier d'escadron gris. Et ouais, je maintiens. Avoir des tailles tous à initiative 5 ou 4, c'était un atout non négligeable. Le placement était crucial. Sur le tapis de jeu, un couloir se dégageait à ma droite. L'emplacement idéal pour manuer ce qu'Albus avait parfaitement en plaçant ses vaisseaux dans le coin opposé. J'ai naturellement déployé mes tailles en formation sur 2 rangées de 3 vaisseaux. Bien sûr, les 3 vaisseaux à initiative 4 étaient devant, et donc les 3 à initiative 5 derrière. La capacité de relance de Owlrunner étant relativement restrictive avec sa portée de 0 à 1, elle a tout naturellement occupé le centre arrière. Juste devant elle, c'était pour à peu près les mêmes raisons la place idéale pour Dalmico. Mon flanc gauche serait a priori le premier à engager le combat, j'y ai donc placé au premier rang Sain Marana, qui doit faire ses dégâts le plus tôt possible. Gideon Ask, dont la capacité demande à être déclenchée, par exemple, par les dégâts de Sain Marana, occupait donc le flanc droit. À l'arrière, le placement était plus souple, mais je me suis décidé pour Mauler à gauche et donc Scourge à droite. Nous avons passé un certain nombre de tours, trop à vrai dire, à nous éviter. Manué patrouillait dans son couloir et Albus savait très bien que cela serait une mauvaise idée que de s'y glisser, tout en feignant de le faire, un jeu de dupes de part et d'autre qui ne trompait personne. J'espérais vaguement que la vitesse de mes chasseurs pourrait perturber les plans d'Albu, mais honnêtement, sans y croire. Il me fallait donc tenter de l'appâter, même si je me doutais bien qu'il ne tomberait pas dans le panneau. Vers le milieu du tapis de jeu, j'ai fait une série de tonneaux sur ma gauche. Mon flanc gauche serait probablement dans l'arc de tir et à portée de certains des vaisseaux d'Albu. Je tablais sur mon esquive supérieure, mais j'ai eu des jets de dés pourris, et cette décision s'est donc avérée une erreur. Sans le moins du monde se mettre en danger, Albu m'a infligé de sévères dégâts à Sain Marana et Mauler, qui n'avaient dès lors plus qu'un seul point de coque chacun. En face, le bord du tapis de jeu approchait, et oserais-je faire une confession? J'ai eu une petite frayeur que mon caillou grand 3 généralisé ne fasse sortir certaines de mes figurines du plateau. Mais non, j'avais une certaine marge. Ouf. Je faisais de nouveau face au vaisseau d'Albu. Cependant, ce retournement avait fait passer mes vaisseaux à initiative 5 devant ceux à initiative 4, et il me fallait y remédier. J'y ai consacré un tour. Sur ma droite, désormais, les vaisseaux d'Albu me tournaient le dos. Seuls les Y-Wing représentaient une menace avec leur tour de la canon ionique. Quand faut y aller, j'ai quitté la sécurité de mon couloir et opéré un virage sur l'aile, ce qui est toujours périlleux pour une formation. Les imprécisions des tours précédentes débouchaient sur quelques bumps. Cela dit, s'il y avait des débris dans les environs, ils ne me gênaient pas excessivement. L'attentisme de la patrouille a peut-être payé finalement. Je n'étais pas dans un couloir, mais la situation m'était tout de même favorable. Les choses sérieuses commençaient enfin, et Guerrera me montrait son derrière. Il s'est avéré que tous mes vaisseaux, ou presque, étaient en mesure de lui tirer dessus, et en bénéficiant tous de la relance d'Owlrunner. Ça n'a pas fait un pli, le U-Wing UT-60D a très vite dégagé du tapis de jeu. Cependant, un des bombardiers de l'escadron gris avait infligé un marqueur ionique à Delmico, ce qui ne m'arrangeait pas. Au tour suivant, il serait contraint de faire une manœuvre blanche tout droit à vitesse 1. Or, derrière lui se trouvait Owlrunner, que je n'avais pas envie d'exposer en la faisant passer devant Inferno 3. J'ai donc choisi de la faire bumper. Mais sur mon flanc droit, Sain Marana et Mauler endommagés étaient dans une posture un peu délicate, ayant pris des dégâts et faisant face à un nuage de débris. Il aurait été vain les concernant de conserver la formation, et j'ai donc choisi de les envoyer davantage en avant. Sain Marana n'était plus dans l'air d'effet d'Owlrunner, mais par chance Mauler s'y trouvait en fait toujours. C'est alors qu'en face, Garvendreis s'est enfin retourné, appuyé par les 2 bombardiers de l'escadron gris, pour un dernier tour sanglant. Sans surprise, ils s'en sont pris à Sain Marana et Mauler, mes 2 vaisseaux endommagés et les plus exposés, et les ont sortis sans trop de difficulté. Il suffisait d'un seul dégât pour chacun après tout. Toutefois, avant de dégager du tapis de jeu, Sain Marana a profité de son initiative supérieure pour détruire un des Y-Wing BTL A4.
En définitive, Sane et Mauler ont été les seules victimes dans mon camp. Ensemble, ils représentaient 64 points d'escadron seulement pour Albu. De mon côté, j'avais sorti Soguerera et un bombardier d'escadron gris. Rien de plus sauf erreur, mais cela représentait davantage de points, 105 pour être exact. Et donc, victoire impériale. Cette partie s'est d'abord montrée assez chiante, avouons-le, avec ses 4-5 tours durant lesquels nous n'avons pas cherché à entamer le combat. Disons qu'un comportement plus agressif de la part d'Albu comme de moi-même aurait probablement eu quelque chose de suicidaire, mais voilà, la patrouille impériale qui osef les rebelles, ça n'est pas très fun. Les choses ont changé par la suite, heureusement, et j'ai pu apprécier une fois de plus combien une nuée de taille avec Howl Runner en guise de chef d'escadron peut se montrer brutale. Soguerera s'est fait défoncer, c'était bien vilain. Pour le reste, j'ai regretté mon tonneau général qui a résulté en de sévères dégâts infligés à Sane et Mauler. Cette manœuvre ne m'a servi à rien et les dégâts subis alors ont été fatidiques aux deux pilotes en fin de partie. Ceci mis à part, je ne crois pas avoir trop mal piloté. J'ai plutôt bien géré le retournement et même avec quelques bandes plus ou moins inévitables, le tirage sur l'aile de l'engagement s'est assez bien passé, de même que j'ai composé avec le marqueur ionique sur Delmico. Avancer Sane et Mauler sur ma droite en fin de partie devait déboucher sur leur destruction, certes, mais je ne le sentais pas autrement, c'était un geste agressif qui me paraissait pertinent, ce en quoi j'ai pu me planter. Maintenant, que peut m'enseigner cette partie concernant la question Eden Versio? Eh bien, je ne sais pas si elle s'est montrée très instructive à cet égard, ou peut-être que si. Le truc, c'est que Allrunner n'a absolument jamais été en danger. En contrepartie, j'ai assurément profité des initiatives 5 et 4 de mes vaisseaux, et même de la capacité spéciale de Mauler en dernier recours. Du coup, cette partie, comme les précédentes, me paraît plutôt aller dans le bon sens. Mais j'aurais bien tort d'y accorder trop de poids. Il me faudrait continuer à tester tout ça pour avancer une réponse plus franche et plus assurée. Cet après-midi de test s'est donc soldé par 2 victoires, même si aucune écrasante, et à vrai dire les deux un peu frustrantes. Les listes me paraissent toutes deux fonctionner. J'ai été agréablement surpris, notamment par la première. Les strikers sont cool, j'avais depuis un bail envie de les jouer, et cette occasion pour le moins radicale, avec 3 strikers nommés, s'est avérée très amusante. Le problème demeure de ma lenteur relative, mais le bilan de cette partie a été très positif en termes d'efficacité comme de fun. J'aime vraiment beaucoup les capacités des pilotes nommés de ce châssis. Et je les sens davantage qu'une nuée, à vrai dire. La nuée, ça peut être bien brutal, et j'aime bien celle-ci, mais en tournoi, je crains que cela me soit vite fatal. Je ne sais pas, je n'exclus pas encore cette idée, hein. Me reste à tester davantage le Reaper, cela dit, que je le joue dans une compo avec des strikers ou autre chose. J'avais conçu une autre liste que nous n'avons pas eu le temps de jouer. Je vais tâcher de faire ça d'ici au tournoi qui vient. Ce premier tournoi en hyperespace, format qui, je le maintiens, ne joue pas vraiment en faveur de l'Empire Galactique, mais incite en même temps à tenter des trucs, ce qui est toujours bien.